Le sport ne forge pas le caractère, il le révèle. C'est cette conviction, ce mantra qui m'anime depuis des décennies, sur les terrains d'entraînement comme dans la vie. Et c'est aussi ce qui donne vie à ce podcast. Aller à la rencontre de celles et ceux qui, par leur parcours, leurs astuces et leur état d'esprit, nous montrent comment devenir triathlète, comment progresser et enfin comment performer en triathlon. Que nos invités soient des passionnés du dimanche, des amateurs éclairés ou des pros aguerris, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Leurs expériences, leurs échecs, leurs victoires, c'est une mine d'or pour débloquer vos propres objectifs. Prêt à plonger ? Suivez le guide, ou plutôt suivez les guides. Et avant de commencer, un petit rappel. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux du podcast et sur votre appli préférée pour partager vos retours, vos questions ou simplement un petit mot d'encouragement. Tout est aussi sur devenirtriathlète.com. Les ressources de l'épisode, les bios des invités et bien plus pour booster votre pratique. Bonne écoute et surtout, bon entraînement. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour ce nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, on va parler avec une personne dont j'entends beaucoup parler déjà depuis des années que je fais du podcast, que j'écoute du podcast et que j'écoute du podcast sportif notamment, mais encore plus parce que je sais qu'il collabore avec l'un de mes amis qui lui est en métropole, sachant que notre invité n'est pas en métropole, en tout cas pas aujourd'hui, pas basé à long terme en métropole. On va revenir avec lui là-dessus. Je suis très heureux de tendre le micro à Eric Lacroix. Salut Eric. Salut Armano. Comment vas-tu ? Écoute, très bien. C'est l'été ici, il fait 38 degrés, un petit peu chaud quand même. Bon, alors pour le contexte, on enregistre un 23 février. En Europe, c'est des inondations partout. Il pleut, il fait froid. Quoique, moi étant basé au Luxembourg, aujourd'hui, on a un peu une journée printanière. Mais donc, non, tu gardes tes remarques sur le climat pour la Réunion, s'il te plaît. Ouais, j'habite l'île La Réunion, qui est proche de Madagascar, pas loin de l'île Maurice, voilà, pour faire un petit état des lieux quand même, pour savoir où j'habite, effectivement. Et pourquoi je dis 38 degrés ? Parce qu'effectivement, on est l'été, chez nous, c'est l'été. Oui, c'est sur l'autre hémisphère, donc là, c'est l'été. Ça, il fait pas trop chaud, t'as quand même le polo, donc tu t'es habitué à la chaleur, ou t'as pas trop de problèmes pour t'acclimater à la chaleur, ou c'est comment ? Moi, j'habite depuis 20 ans maintenant à La Réunion, on s'est tropicalisé, puis... là, le soir, ça se couvre un petit peu. Voilà, il y a des petites couches de nuages. Je suis un petit peu plus en hauteur aussi. J'habite un peu plus en hauteur, donc ça va. Il y a un petit peu de fraîcheur. On n'est pas trop mal, on va dire. On n'est pas trop mal. Bon, donc là, toi, t'as 38, mais tes collègues, enfin tes voisins qui sont au bord de la mer, ils ont plutôt 42, 43, c'est ça ? Ouais, ça dépend. Tu sais, il y a 100 microclimats à l'île de La Réunion, donc ceux qui viennent s'entraîner sont quand même assez surpris quand ils viennent sur la diagonale des fous, tu sais, le grand raid. C'est vrai que c'est un sujet vraiment thématique, ces changements de température, de climat, etc. Et c'est vraiment un travail à faire. Mais c'est intéressant, en tout cas. Bah tiens, justement, tu parles un petit peu de la diagonale, du Grand Raid de La Réunion, course mythique pour les trailers, peut-être un peu course souffrance pour les ultra-trailers qui l'ont déjà faite, ça reste quand même le Graal du trail dans le monde entier, après l'UTMB. Ou avant, je vais peut-être pas te poser la question à toi, je pense que t'es biaisé. Mais toi, en étant un local, puisque tu l'as dit, ça fait 20 ans que tu habites à La Réunion, comment on vit ce grand raid quand on est à La Réunion, quand on vit à La Réunion ? On le vit d'une manière passionnelle, parce que c'est vraiment l'événement où il faut rien faire d'autre pendant ces 4 jours, sinon c'est pas la peine, ça marche pas. Parce que la Réunion vit... pour le Grand Raid pendant au moins une semaine, on va dire. C'est culturel. Vraiment, c'est ancré culturellement dans la population. Il y a pas mal de personnes, en fait, ils viennent en famille. Tout le monde est touché par quelqu'un qui va courir une des épreuves. Ça représente 7500 coureurs à peu près, mais parce qu'il n'y a pas que le Grand Raid, il y a maintenant 5 épreuves. Mais tout le monde se sent touché, et puis ça fait vivre vraiment intensément, ça permet de montrer aussi l'île à ceux qui viennent la découvrir. Il y a vraiment une logique d'accueil, de chaleur humaine. Et puis en même temps, il y a cette idée d'une course très difficile, très technique, où je viens de l'évoquer sur les écarts de température, etc. Donc ça fait un petit mix assez sympa. On revient pas indemne, même qu'on soit athlète de haut niveau ou pas. En fait, on revient pas indemne de cette épreuve. C'est vraiment génial. Moi, j'adore. Je vis complètement à 100% pendant cette semaine. Je l'attends toujours avec grande impatience. Et toi, tu l'as déjà couru, le Grand Raid ? Ou l'une des 5 courses ? J'ai fait le Grand Raid en 2007, j'ai terminé. Ouais. Et c'est vrai que je me suis dit plus jamais
Et moi, j'ai tenu ma parole. C'est parfait. Il l'a plus jamais fait. Vraiment mal, très très mal, comme un légume. Moi, j'étais plutôt coureur, hein. Coureur à pied, de marathon, de course de montagne, sur des formats assez courts, jusqu'à 50, ça allait. Mais alors là, faire 160, c'était pour moi, avec 10 000 mètres de dénivelé, ça a été vraiment une épreuve. Mais je voulais voir, en fait, et comme j'ai accompagné des personnes sportivement, puis après mentalement là-dessus, c'est bien de l'avoir éprouvé, parce qu'on sait vraiment comment ça se passe, comment les athlètes peuvent passer par des caps immensément difficiles, parce que ça reste quand même, on va dire, de l'extrême de masse, hein, c'est pas de l'extrême d'aventure ni de performance, on est sur l'extrême de masse, mais ça reste quand même un petit côté extrême, parce que il faut quand même être un petit peu préparé pour se taper entre 24 heures et 66 heures avec 10 000 mètres de dénivelé dans les sentiers. Il y en a des courses comme ça qui sont mythiques. Il y a Hawaï pour les triathlètes. Il y a l'UTMB, toujours dans le trail, mais moins loin que la Réunion. Historiquement, c'était quand même la Réunion, c'est quand même la Réunion qui tient la palme. 1989, hein. 89, ouais. Hein, donc on est un petit peu plus ancien. L'UTMB c'est 2003, donc il y a quand même un delta d'années. Mais ouais, on n'appelait pas ça le trail à l'époque, on appelait ça les courses de montagne, voilà, des randos de montagne, des choses comme ça, comme on veut. Mais c'est le trail a évolué vraiment dans les années 2000, quoi, on va dire. Bah en fait le sommet Piton des Neiges est à 3070 mètres, donc ce qui est pas trop mal quand même. Mais la particularité c'est qu'on va très vite du battant des lames au sommet des montagnes, comme dit un ouvrage. Ça va très vite, on peut monter assez rapidement, on peut se taper 2000 mètres de dénivelé en l'espace d'une heure et demie, 2 heures, quoi, si on va assez vite. Donc c'est quand même intéressant. Puis c'est quand même 3 cirques qui sont posés, c'est un gros caillou, hein, qui est posé sur la mer, hein, avec 3 cirques, Salazie, Mafat et Silaos. Et c'est volcanique, il y a encore le volcan qui a fait des siennes, voilà, il y a une semaine, donc c'est encore en activité. C'est une île intense, comme on dit. Elle est intense par beaucoup de choses, que ce soit aussi bien les conditions météo que le terrain, que les habitants, enfin tout est intense et on le vit bien, ça va. Bon, j'imagine, ça doit être bien agréable à vivre. Bon, tout ça, j'ai commencé à te poser des questions. On s'est lancé un petit peu dans le sujet du trail, mais je t'ai pas laissé te présenter. Tu as quartier libre. Vas-y, Eric, je te laisse te présenter. Dis-nous tout. Qui est Eric Lacroix, au-delà d'être un Réunionnais depuis 20 ans? On en a pour une petite heure. Non, je rigole. C'est toujours difficile difficile de se présenter parce qu'effectivement, d'un point de vue identitaire, on va toujours partir sur le côté du travail, l'identité culturelle et l'identité professionnelle. Mais bon, j'ai 60 ans. J'ai eu 60 ans cette année, ouais, en effet. J'ai 2 grands-enfants qui ont 30 et 33 ans. Et puis je suis enseignant, je suis directeur du service des sports en fait à l'Université de La Réunion. Depuis 10 ans, je suis directeur et en fait, ça permet de faire pas mal de choses, d'être aussi connecté avec la recherche, avec l'enseignement, avec la pédagogie. Et je suis surtout passionné de course à pied. J'ai commencé à courir en 1983. Donc, et commencé à entraîner en 1986. Donc, tous ceux qui vont être surpris, là, la Gen Z va dire, oh là là, c'est un ancien. Et j'ai même fait du triathlon. Et oui, parce que je suis sur un podcast devenir triathlète. J'ai créé une section sportive triathlon dans mon lycée en 1992, voilà, donc 93. Et elle a duré pendant 5-6 ans. J'étais à Chartres et j'avais une section sportive régionale. À l'époque, j'avais découvert le petit Brice Dobord qui faisait du triathlon à l'époque. Voilà, des gars comme ça, je les salue, parce que je sais peut-être qu'ils écouteront ce truc. Et je suis aussi entraîneur de triathlon, donc mais ça, je le dis pas trop, comme ça, je suis un peu tranquille. Et donc, je suis passionné de course à pied, j'entraîne depuis très longtemps, et puis là, depuis 6-7 ans, on va dire, je me suis mis vraiment dans le versant de la prep mentale, et c'est là que j'ai collaboré, on collabore avec Cyril Blanchard là sur la création d'un institut santé et mentale dans les sports d'endurance et dans l'entreprise, parce que tout ça, ça me tient à cœur. Il y a des logiques de santé. Et puis pour terminer un petit peu, pour être un peu bref, je suis en train de finaliser un ouvrage de 500 à 600 pages qui va sortir cet été aux éditions Mons, avec les éditions Mons et les frères Berg. Notamment, je collabore avec un neuroscientifique de Grenoble
qui s'appelle Sébastien Carnicella, et puis Manon d'Auvergne, qui travaille sur les thématiques du REDS et des TCA. On fait un livre sur au-delà de l'endurance, qui va traiter des thématiques des quêtes de sens et des conduites addictives. Voilà le gros programme de ma passion et de ce qui m'anime aussi en ce moment. Merci pour la présentation. Juste pour revenir sur les deux acronymes que tu as dit, le REDS et le TCA. Donc TCA, c'est trouble du comportement alimentaire et le REDS. Le REDS, c'est le syndrome de déficience, finalement, qu'on rencontre, un syndrome de déficience alimentaire, souvent qui est lié, pas qu'alimentaire, mais qui est lié au fait que les athlètes s'entraînent beaucoup. Et il y a un déficit entre ce qu'ils produisent comme énergie et ce qu'ils vont aussi prendre comme énergie d'un point de vue de la nutrition, d'un point de vue aussi des soins, etc. Donc voilà, on est là-dessus. C'est assez complexe, mais c'est des thématiques qui sont très très présentes de plus en plus dans les sports d'endurance parce qu'elles amènent à plein de troubles et notamment des fractures de fatigue, des problèmes biologiques, des problèmes physiologiques et évidemment on vient de signaler des blessures quoi. Mais au-delà de ça, c'est des thématiques qui nous tiennent à cœur, sur lesquelles il faut parler dans les sports d'endurance. Le REDS, ou aussi connu sous le nom de REDS, ce fameux syndrome. C'est en fait si j'évoque Manon, si je lui dis REDS, elle va me crier dessus. Vas-y. C'est REDS. En fait, maintenant, on prénomme REDS. Puis il y a pas mal de bagarres en ce moment entre le côté du REDS et puis le côté du surentraînement. Mais il y a une logique entre les deux et ils se regroupent en fait entre le surentraînement et le REDS. C'est deux entités qui se regroupent et sur lesquelles on retrouve des choses communes, mais il y a des particularités de chaque côté aussi. Voilà. C'est des sujets que j'aimerais bien aborder, notamment plus avec les femmes, parce que c'est vrai que alors, ça touche aussi les hommes, mais ça reste les femmes qui sont peut-être le plus visiblement impactées, entre guillemets, notamment parce que souvent ça déclenche des aménorrhées chez les femmes. Et enfin bref, je suis pas spécialiste du sujet, mais c'est des sujets que de temps en temps j'ai abordés avec certaines invitées EES, mais sur lesquels j'aimerais bien aussi faire des épisodes ou une série d'épisodes justement pour rentrer beaucoup plus dans le détail, déjà pour alerter et puis aussi pouvoir informer les gens. Voilà, la prévention. Ouais, c'est ça. Tu as raison de signaler, juste, je t'ai coupé, mais par rapport à la prévention, c'est fondamental dans les sports d'endurance. Et la logique de prévention, elle passe aussi par la compréhension. Et quand on comprend, finalement, quand on va s'entraîner, la manière dont on s'entraîne, c'est très très important. C'est une position aussi méta, parce que on n'est pas aussi des robots. Enfin, peut-être qu'avec l'IA, ça viendra. Mais en tout cas, on n'est pas des robots. L'idée, c'est de comprendre ce qu'on fait. Et quand on comprend, on peut percevoir un petit peu plus les signaux de prévention et éventuellement éviter toutes ces dérives et notamment aussi les blessures. Parce que quand on est blessé, on peut plus s'entraîner. C'est clair. Et on n'a pas fini ta présentation, on y reviendra, mais c'est peut-être l'occasion aussi de déborder un peu sur le sujet de la dictologie, et notamment la dictologie au sport, qu'on appelle la bigorexie, si je ne m'abuse. C'est vrai qu'on en parlait un petit peu en off, il y a le comportement de certaines sportives et de certains sportifs qui ont eu un niveau certain dans le passé et qui reprennent après une activité physique qui parfois se disent c'est dur, c'est difficile, quand je pense à ce que j'arrivais à faire avant, etc. Bon, ça, à la limite, c'est peut-être une prise de conscience, et même quand on sait, on a du mal à le faire, mais on a aussi toutes ces personnes qui se disent, finalement, oh non, je suis pas bien, j'ai mal, je suis fatigué, je sens des douleurs ici et là, mais si j'arrête de m'entraîner, je vais perdre tous les bénéfices de mon entraînement. Et ce que j'essaye avec mes invités, et peut-être moi aussi, mais en tout cas par la voix de mes invités, de faire passer comme message, c'est qu'il vaut peut-être mieux s'arrêter une semaine que de s'arrêter 6 mois ou 1 an parce que t'as déclenché des gros pépins. Donc je sais pas ce que t'en penses toi là-dessus, Eric. Tu vois, je suis en train de sourire parce qu'effectivement, le fait de dire de s'arrêter, c'est déjà une question qu'on va poser. Donc ce que j'en pense, effectivement, je me suis aussi formé, je l'ai pas dit dans la présentation, j'ai passé un diplôme universitaire d'addictologie. L'addictologie, c'est quand même important de bien comprendre ce que c'est, parce que l'addiction est une maladie, c'est une pathologie. Ça touche 1 à 5% de la population dans chaque domaine, mais il y a des addictions aux produits comme il y a des addictions comportementales. Et parfois, les deux sont liés. C'est-à-dire, à un moment donné, vous allez fumer, c'est le produit qui va instaurer des mécanismes dans votre cerveau, voilà. Mais au fil du temps, c'est le comportement même de fumer qui devient indispensable. C'est-à-dire, il y a une sorte de dépendance comportementale. Et l'inverse peut être aussi valable. C'est-à-dire, une dépendance comportementale peut amener aussi à des produits. On voit bien où je veux en venir. C'est-à-dire que,
le fait d'avoir une dépendance comportementale. Tu parlais de la bigorexie, ce qui est un petit peu faux dans les sports d'endurance, parce qu'en fait, la bigorexie, c'est globalement les gens qui ne se sentent pas assez musclés. Voilà, le terme est exact, c'est on va faire beaucoup par exemple de muscu. C'était valable vraiment dans les sports de musculation, de renforcement, etc. Ce qui est pas totalement faux, mais c'est pas totalement ça. C'est une conduite, on va dire, de dépendance à la pratique sportive, parce qu'on va sécréter des endorphines, parce qu'on va sécréter plein d'opioïdes, etc. Et puis en même temps, il y a une dépendance comportementale qui s'installe. Donc, ce qu'il faut dire par là, c'est que c'est très très complexe le sujet, et c'est vrai que il peut y avoir à un moment donné une création d'un manque, c'est ça en fait, et on peut le déceler. Et en fait, pour le déceler, c'est assez facile. Il faut savoir s'il y a des effets un peu compulsifs d'abord. C'est-à-dire, souvent c'est ça. Est-ce que je peux pas m'empêcher, c'est ce qu'on appelle le craving, c'est-à-dire j'ai une envie irrésistible, par exemple, de fumer, mais je suis dans l'avion, mais c'est pas approprié. J'ai envie irrésistible d'aller courir, mais en fait je suis en réunion. Et je peux pas y aller. Enfin, tout se regroupe un petit peu cet effet compulsif, et puis après il y a l'effet, on va dire le fait de manque de contrôle. Ça c'est très très important, parce que ça peut tendre à une certaine anxiété, voilà, et un processus qui est long. Le contrôle, c'est que finalement il y a une perte de contrôle qui peut se mettre en place, ou la volonté de tout contrôler d'un autre côté, ce qui peut entraîner aussi finalement de dire si je vais pas courir, je vais grossir, je vais pas, voilà, c'est finalement une sorte de sensation de perte de contrôle de quelque chose. Et puis le dernier point, c'est en fait beaucoup de C, hein. Il y a les 5 C de Carilla, il y a les 3 C comme ça dépend, mais il y a beaucoup de C. Mais c'est les conséquences sur la vie professionnelle, la vie familiale, et aussi sur sa santé en priorité, parce que voilà. Et le dernier C, c'est la chronicité. On voit bien que compulsion, manque de contrôle, conséquences, craving, chronicité, tout ça amène finalement, et ça c'est décliné par des manuels de psychiatrie américaine, le DSM-5, où on peut trouver ce genre de comportement. Donc, faut être précis quand on parle de conduite addictive. Attention, le terme addict est souvent employé un peu à tous les moments, mais ça reste quand même une pathologie. Voilà, faut le dire quand même, c'est important. Quand ça fait 15 jours que j'ai pas couru et que ma femme me dit va courir, tu saoules, est-ce que c'est le moment où je commence à ressentir le manque? Non, c'est elle qui... Je pense qu'il faut l'écouter. Il faut écouter sa femme, là, parce que je pense que dans un ras-le-bol, ça sera mieux pour le couple. Ouais. Non, mais au-delà de la blague, tu parlais aussi de ces sensations de manque que peut générer l'arrêt d'une activité physique et sportive, parce que quand on pratique, on sécrète des hormones, l'hormone du plaisir, l'hormone de la récompense, etc. Et c'est vrai que à partir de combien de temps, vu qu'on est un peu sur le sujet, alors évidemment tu peux pas donner une réponse générale, mais en moyenne, quelqu'un qui court beaucoup, à partir de combien de temps il va commencer vraiment à ressentir ses manques? Est-ce que ça va être quelques heures, quelques jours, quelques semaines? C'est là où... D'où la blague au bout de 15 jours que je cours pas, ma femme me dit d'aller courir. Tu vois. C'est là où c'est complexe, parce que en fait c'est très singulier et individuel, parce que ça dépend aussi quel niveau tu as et quelle pratique tu as depuis plusieurs années. Il y a quand même un principe, c'est celui de la progressivité dans l'entraînement, et le fait que par exemple, j'ai 10 ans, 15 ans, 20 ans d'entraînement, c'est pas la même chose que si j'ai une seule année, tu vois. Donc tout dépend un petit peu des années de pratique et des principes d'adaptabilité, parce que l'adaptabilité du corps, c'est quand même l'intelligence. Donc comment j'arrive à m'adapter, à faire une logique de progression. Mais parce que moi j'ai des athlètes qui font 30 heures par semaine, mais ils sont pros. C'est des professionnels. Donc on va dire ouais, 30 heures c'est trop. Non, sauf que c'est pas tout le temps. C'est aussi des périodes où ils vont charger un petit peu plus. Ils sont peut-être une moyenne de 20 heures dans l'année quand même. C'est quand même beaucoup. Mais faut voir aussi que ça fait 4, 5, 6, 7 ans qu'ils sont à très haut niveau, et qu'ils ont été progressivement assez... Parce que le corps s'est adapté, parce que voilà, ils se sont pas blessés. Voilà. Quand d'un autre s'il s'entraîne 3 heures par semaine, c'est pas la même chose s'il passe à 7, tu vois, ou 8, c'est pas anodin. Donc c'est là où il faut être vigilant sur le fait que faut voir le côté de la progressivité, et pourquoi à un moment donné on va passer de 3 heures à 8 heures, tu vois, et peut-être qu'à un moment donné, quand on commence à passer de 3 heures à 8 heures et puis qu'on veut en faire un petit peu plus,
bah, on sent que les endorphines, comme tu dis, parce que les endorphines, on est bien fait, c'est un dérivé de la morphine pour se sentir mieux, mais c'est quand même pour guérir des lésions qu'on a. Donc finalement, voilà, il y a un compromis entre le stress mécanique, tu vois, surtout en course à pied, je parle. En vélo, on le voit moins. C'est plus vicieux en vélo parce que c'est une fatigue, tu vois, profonde, physiologique. Mais en course à pied, le trop, c'est qu'on se blesse. Donc il faut, tu vois, c'est assez subtil, mais je crois qu'il faut trouver la bonne dose. Et moi, je dis, apprendre à courir juste, c'est toute une carrière, quoi. Juste à courir, juste. La justesse, c'est personnel, c'est individuel. Et c'est selon aussi son profil, ses possibilités, ses disponibilités, sa charge mentale, parce que ça, on y tient aussi beaucoup, parce que ça joue beaucoup. Tu vois. Donc, je t'ai pas répondu précisément parce que c'est très difficile. Tu vois, d'y répondre précisément. Non, mais je sais que finalement, ces questions-là, c'est comme l'entraînement. Ça doit être individualisé et personnalisé. Tu peux pas donner des grands termes, des idées. Mais bon, t'as compris que je blaguais un peu sur un sujet qui finalement est cohérent. Donc, moralité, si votre plus un, que ce soit votre femme ou votre mari, vous dit, allez, va courir, déjà, il y a une alerte. Mais par contre, juste, je voulais préciser une chose. Tu parlais de progressivité dans l'entraînement et dans l'adaptabilité du corps. Ça vaut autant en charge qu'en décharge. Moi, j'ai fait l'erreur 2 fois de beaucoup courir, beaucoup m'entraîner et de passer de beaucoup à 0. Ça fait le même effet. C'est très mauvais. Et mentalement, c'est encore pire. On est d'accord, c'est le processus des entraînements, on n'en parle pas souvent et tu as raison de l'évoquer. Mais le désentraînement, il est radical, il est assez rapide. Même si on va garder des réserves de force, des choses comme ça, mais c'est vrai que, en fait, quand on fait beaucoup d'endurance, quand on est des sportifs d'endurance, on va faire un développement mitochondrial pour l'expliquer. Donc, on va créer plein de petites usines. Donc, ça veut dire quand on se désentraîne, on n'en fait plus. Il y a plus de petits ouvriers, tu vois, et on est vite saturé, quoi. Et en même temps, comme le corps a été habitué, adapté, il comprend pas trop, quoi. Donc il va réagir. Et comment il réagit? D'un point de vue hormonal, d'un point de vue chimique, d'un point de vue aussi électrique, avec les neurotransmetteurs, etc. Il est un peu déréglé et il y a une dérégulation en fait. Donc c'est bien de s'entraîner, mais tu as raison de le dire dans les deux versants, c'est-à-dire il y a les progressifs dans un sens comme dans l'autre. Je suis d'accord. Bon, ça va. Je dis pas que des bêtises alors. Non. Revenons un petit peu à toi, à ta présentation. Moi, ce qui m'intéresse, on l'aura bien compris que tu es un homme qui travaille, qui recherche, qui vit pour et par le sport. Mais justement, le petit Eric, à quel moment il fait sa rencontre avec le sport et comment elle se passe ? Le petit Eric, il a toujours été à la rencontre du sport, en fait, parce que ses parents étaient des sportifs, des gens qui faisaient du sport beaucoup. Et les premières choses, c'était que mon père avait créé une salle de musculation dans le grenier. Je m'entraînais avec mon frère en muscu, à l'époque, c'était pas Instagram. C'était pas Instagrammable. On faisait des développés couchés, des crunchs et machin. Et on faisait beaucoup de muscu parce que mon père était adepte de Marcel Rouet, le versant, être bien sculpté, bien machin. Donc on était là-dedans et on faisait énormément de sport. Puis moi, j'étais un gamin qui était pas livré à moi-même, j'étais très libre en fait. J'allais jouer au foot toute la journée, pas très scolaire. Donc moi, j'ai été confronté à être dehors, voilà. Et je les remercie. On voit que c'est une belle revanche. Ouais. C'est une belle revanche que tu as pris cette fois-ci sur le côté scolaire, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Mais je crois que le côté scolaire, c'est vrai que on n'est pas toujours le système scolaire nous permet pas de toujours être mis en réussite. Tu vois, il y a un peu une reproduction, c'est ce que j'ai lu aussi avec Bourdieu, etc. Mais la reproduction sociale, moi, j'étais pas dans une famille aisée. Et t'es un peu livré aussi au fait que les parents rentrent un petit peu plus tard et puis tu vas dehors, tu vas jouer au foot, ils vérifient pas forcément tes devoirs, ils sont pas là à te demander. Donc je vais pas dire que t'es en échec scolaire, mais t'es moyen, quoi. Et même s'il y a des dispositions, tu le sais pas, mais tu préfères t'éclater avec tes potes, quoi, et jouer. Le mot jeu, j'allais jouer au foot. J'allais faire des conneries, à droite à gauche, mais toujours de manière sportive. Par contre, on joue pas à courir, on joue pas au triathlon. Mais ça, c'est un autre sujet, c'est la sémantique. Mais... mais moi, je pense que des fois, on confond le jeu et l'enjeu. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Maki Chamalidis, c'était un grand préparateur mental avec François Ducasse qui disait ça dans son livre Champion dans la tête. Mais je pense qu'il faut pas confondre le jeu et l'enjeu. Il faut continuer à jouer. Tu sais que les plus grands joueurs de tennis, ils jouent en fait.
C'est-à-dire, ils arrivent à switcher vraiment sur le jeu. Ils sont pas, s'ils regardent l'enjeu, ils vont regarder ce qui se passe autour, ils vont rater un truc, ils vont être dans l'enjeu. Et je pense qu'on a oublié qu'on était des enfants, qu'il fallait rester quand même enfant dans le sport. Et ça, parfois, on l'oublie un petit peu, et je pense que c'est quand même quelque chose à évoquer aussi là, sur les propos que tu évoques. Ouais, mais je sais que tu as déjà échangé pas mal, notamment avec Bertrand Soulier aussi, qui est un ami, et il dit toujours ça, c'est que sur le jeu, l'enjeu, mais aussi il image ça avec le dessin. On nous dit souvent que quand on est adulte, on apprend à dessiner ou on réapprend à dessiner. Non, en fait, c'est juste qu'on a toujours dessiné depuis qu'on est petit, mais on a arrêté, on a oublié, et maintenant on réapprend d'une manière différente. Mais on a toujours su courir. Enfin, quel gamin ne sait pas courir? Il apprend à marcher, voire même des fois, les enfants savent courir avant de savoir marcher, parce qu'il y a peut-être une question d'équilibre aussi. Et pourtant, c'est quand si on n'est pas né dans une famille ou si on n'a pas des prédispositions à être un coureur dès le plus jeune âge, c'est quand on devient adolescent, une fois passé le fameux cross du collège qui a martyrisé tout le monde, en tout cas en France, et qu'on se met à courir, finalement on se dit qu'on apprend ou qu'on réapprend à courir. Non, on n'a jamais... C'est juste qu'on a laissé de côté. Donc ouais, il ne faut pas confondre le jeu, l'enjeu. Il ne faut pas confondre aussi le fait d'avoir des choses qui sont innées et puis de les laisser de côté à un moment et de croire que... Enfin, voilà, c'est un peu brouillon ce que je dis, la façon dont je réagis, mais je pense que tu comprends bien ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des fois on n'est pas prêt, tu vois, aussi. Et peut-être que aussi on nous dit que ça c'est important, ça c'est sérieux, tu vois. C'est ce côté, attention, maintenant on rentre dans un monde sérieux. Et ça, c'est une sorte... les sportifs, trouverez-vous un vrai boulot. Ouais, non, mais c'est ça. Je trouve que c'est un peu, tu vois, une injonction, quelque part, à notre cerveau, de te dire qu'à un moment donné, finalement, c'est fini, hein, les choses, on joue plus, quoi. On rentre dans la cour des grands, et ça doit être, tout est important, tout est des enjeux, etc. C'est totalement faux. C'est totalement faux parce qu'en fait, il faut aussi qu'on ait cet espace, où on se sent un peu libre, où on se sent un peu jeu, que le cerveau, il puisse ne pas être pris parce qu'on rentre sinon dans un processus, et ça, justement, on fait des formations, nous, là-dessus, sur le processus de stades qui sont l'anxiété. L'anxiété, c'est finalement une projection de la peur d'avoir peur que notre cerveau est prédictif, que quelque chose arrive alors que c'est juste dans l'avenir. Et on n'arrive plus à lâcher, tu vois. Et ça, l'anxiété de performance, c'est un gros sujet dans, notamment, les athlètes à bord de la compétition. Et parce que ils sont dans cet espace, tu vois, où, attention, c'est sérieux, quoi. Ça rigole pas, donc, il y a tel coureur, il y a tel machin, et puis j'ai pas préparé ça, et puis en fait, on s'en fout un peu, c'est quoi, tu vois, le but? Tu vois, le but, c'est quoi, pour toi? C'est quoi la quête que tu vas faire dans ton épreuve longue? Qu'est-ce que tu vas chercher? Alors, dans un sens, je comprends tout à fait ce que tu dis. De l'autre, je me dis que tout ça, c'est peut-être dû aussi à notre société. Aujourd'hui, un sportif de haut niveau, s'il performe pas, au bout de 6 mois ou d'1 an, parfois, ça va beaucoup plus vite que ça. Il perd ses sponsors, il perd le soutien de l'État qu'il représente, etc. Donc, tu ne peux pas complètement occulter l'enjeu de ta prestation le jour J. Non, mais c'est un mélange, c'est un mixte intéressant. C'est-à-dire que quand tu regarderas aussi les athlètes de très haut niveau, ils ont les deux. C'est-à-dire qu'ils arrivent à mêler aussi bien le jeu et l'enjeu. C'est-à-dire qu'ils arrivent aussi à se plaire dans ce qu'ils font. On sort des Jeux Olympiques en ski de fond, ou machin, on voit bien. Voilà, ils sont dans leur truc, ils sont dans leur trip, et s'ils pensent vraiment à l'enjeu, ça veut pas dire. Mais ils ont tellement bossé, tellement travaillé en amont, ils ont mis en place des objectifs, des routines, aussi bien physiques que mentales, que voilà, c'est ça aussi. Et puis après, il faut aussi décliner ce que c'est que le sport de haut niveau et très haut niveau. On a une confusion entre le bon niveau, le haut niveau et le très haut niveau. Très haut niveau, ils en vivent, et comme tu le dis, ils ont des partenaires, etc. Mais ce qu'on voit fleurir aussi, c'est des athlètes de bon niveau qui se mettent une pression énorme, alors que les sponsors leur mettent pas la pression. Tu vois, quelque part, c'est quand même assez paradoxal. Ce que tu évoques, je suis d'accord, mais d'un autre côté, quand tu regardes, c'est un minime pourcentage de la population. Je sais pas, en triathlon, je veux dire, le très très haut niveau, c'est pas le plus gros pourcentage de la masse qui fait des triathlons en France, quoi, par exemple. Donc, on est bien d'accord. Non, mais on est d'accord. On est d'accord. Et ça recoupe le fait. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de dopage d'ailleurs, mais ça peut expliquer aussi le fait. T'en parlais tout à l'heure, l'addictologie aux produits qui viennent d'une certaine addictologie au comportement. Alors, sans partir dans des clichés, mais
ou au contraire pour les exacerber. Ça peut expliquer que certains vainqueurs de course du dimanche au saucisson se mettent à prendre des produits parce que ouais, c'est là. On est d'accord. Et là, ça va être peut-être des bons athlètes, pas des athlètes du haut niveau et encore moins du très haut niveau. En revanche, tout ça se mélange à un moment, quoi. Ouais, c'est une question de posture. Et c'est vrai que moi, je tire pas à boulet rouge parce qu'il faut comprendre aussi le processus dans lequel les personnes peuvent tomber. C'est-à-dire, j'aborde de toute façon dans l'ouvrage là, qui va sortir cet été. Là-dessus, il y a un chapitre sur le dopage et un autre chapitre sur la triche. Donc les deux peuvent être un peu liés, mais parfois la triche, voilà, c'est tricher, c'est-à-dire on va mettre des roues on va mettre de l'électricité dans son vélo, enfin voilà, on est là-dessus. C'est une forme de dopage, on pourra dire, mais il n'empêche, le dopage, si on le regarde bien, c'est des produits qu'on injecte qui sont quand même dangereux pour la santé. Et en fait, là, le problème, c'est que je tire pas à boulet rouge parce qu'il y a un comportement justement où on peut pousser à ça. C'est-à-dire, il y a un travail à faire avec l'athlète justement sur son identité, sur qu'est-ce qu'il veut être, qu'est-ce qu'il veut devenir, et il peut souffrir de différents besoins. Et notamment, quand on regarde ça, il y a 3 besoins essentiels. C'est le besoin de sécurité, le besoin de reconnaissance et le besoin d'accomplissement. Si en fait les 3 sont pas alimentés, que ce soit par la famille, que ce soit par des choses, voilà, la personne va aller les chercher coûte que coûte, c'est-à-dire ses besoins. Donc il se sent pas en sécurité, il va prendre ça. Besoin de reconnaissance, qu'est-ce qu'il va faire? Et besoin d'accomplissement, il y arrive pas, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il y a tout un processus pour être mieux un petit peu dans sa peau, pour dire ok, je fais cette pratique-là, je connais mes limites, voilà, parce que en fait, souvent les athlètes ne savent pas définir la performance. Je dis, est-ce que tu sais, c'est définir la performance? Il y a beaucoup d'athlètes qui vont dire performance, c'est le résultat, ce qui est totalement faux. La performance, c'est en fait l'optimisation de ton potentiel et de tes ressources. C'est-à-dire, tu vas aller chercher au maximum tes ressources physiques et mentales pour parvenir à un objectif que tu t'es fixé, qui soit à peu près réaliste, tu vois, en fonction justement de ces ressources. Et puis, si tu arrives à mobiliser tes ressources, tu vas dire, waouh, je suis content, quoi, tu vois. Mais souvent, c'est pas le cas. Tu vois, on n'est jamais conscient de soi, j'aurais dû, enfin. Non, mais c'est. Il y a qu'un faucon. Ouais, c'est ça. Mais c'est un processus complexe, la notion de performance. Et derrière cette quête de performance, il y a des personnes qui accompagnent, tu vois, plus ou moins accompagnées. Et donc là, le côté de l'accompagnement mental, c'est aussi d'accompagner ça. C'est-à-dire essayer de la faire comprendre. C'est quoi une performance? Voilà. Mais au final, l'expression consacrée française est se sentir bien dans son corps. Moi, je dirais quand même que ça part de la tête. C'est plutôt se sentir bien dans sa tête. C'est ce que disaient les sages asiatiques avec le fameux ASICS. Enfin, les latins qui a été repris par nos amis asiatiques. Mais voilà, anima sane corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. Oui, et un corps sain dans un esprit sain aussi. Ça marche aussi. Oui, après, il y a pas mal de choses aussi d'un point de vue philosophique, si tu veux. C'est cette notion parfois qui est mal comprise, tu vois, ou ce qui a été écrit sur un fronton de Delphes, c'est-à-dire connais-toi toi-même. Mais en fait, au-delà de ça, au-delà du développement personnel ou du côté New Age qu'il peut y avoir, c'est-à-dire on amène des grandes théories, des grandes phrases, etc. Il faut déplier. Voilà. Et nous, dans l'accompagnement mental, il faut être précis. C'est-à-dire, on va pas donner des outils. Je vais pas donner une tronçonneuse pour planter un clou, c'est ce que je dis. Je sors d'une prépa mentale là tout à l'heure. C'est ce que je dis. Je vais pas donner une tronçonneuse pour planter un clou. Mais c'est ce qu'on peut voir, c'est-à-dire à un moment donné, ok, j'ai l'outil qu'il te faut, tu vas faire ça, 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 puis l'athlète, il est complètement démobilisé parce que ça lui convient pas. Faut d'abord comprendre sa posture méta, c'est-à-dire comment il est, comment il se sent, c'est quoi ses besoins, tu vois, à nourrir. Parce que, et on est là sur le fameux pourquoi, tu vois, why, machin, ce qu'on peut dire. Mais si on l'a pas, ça va être compliqué, quoi, parce que il va chercher plein de choses, plein de solutions, et le dopage, à un moment donné, peut être au bout d'une chaîne, tu vois, c'est ça, c'est une conduite dopante, parce que il y a dopage et conduite, c'est pas la même chose. Comme addiction et conduite addictive, c'est pas la même chose. On tend vers, mais on n'y est pas encore, on n'est pas dans la pathologie, tu vois.
Ouais, ouais. Bah, oui. La fameuse conduite dopante, c'est te prendre un café tous les matins et puis te prendre aussi un café parce que avant de partir courir parce que tu trouves que ça te fait du bien. Là, on est dans la conduite dopante, on n'est pas dans le dopage. En revanche, te prendre un petit shot de Ventoline parce que tu as l'impression que ça marche mieux, même si c'est interdit, et là, on est plutôt dans le dopage. Ouais, mais je crois que c'est entre les conduites et puis après le dopage, je pense qu'il y a le dopage lourd aussi et il y a peu d'athlètes qui peuvent avoir accès à ça. Donc après, on est sur une autre dimension. Mais c'est vrai que nous, ce qu'on essaie de voir, c'est les conduites, tu vois, de prendre, c'est-à-dire celles qui peuvent amener à pas être bien en santé et même psychologiquement, ça va impacter parce on se sent pas bien quand on triche. On se sent pas bien, c'est pas vrai. On n'est pas bien dans sa peau. Donc ça amène plein de problématiques derrière, aussi bien avec la famille, avec les proches, avec soi-même. Donc c'est un vrai travail d'accompagnement. Bon, revenons quand même un peu à toi parce qu'on a digressé. On était au petit Eric qui nous disait qu'il a toujours fait du sport dans cet environnement où finalement tes parents ton père avait construit une salle de muscu dans le grenier. T'étais un peu, ton frère et toi, vous étiez un peu livrés à vous-même jusqu'à ce que papa, maman rentrent à la maison et puis voilà. Et ensuite. En fait, ouais. Ensuite, c'est que mes parents, par contre, m'ont éduqué à une chose intéressante, c'est que dans les années 70-80, j'ai été élevé à la vie claire. Il faut pas faire de pub, mais je mangeais du pain complet, je mangeais des produits bio, alors que c'était pas du tout à la mode. Et ça, je les remercie énormément parce qu'en fait, toute cette jeunesse, d'un point de vue ce qu'on appelle l'épigénétique, m'a apporté pas mal de choses pour continuer à manger sainement. Et en même temps, ils se sont mis à courir et j'ai commencé à courir à l'âge de 16-17 ans. Je disais à mon père, il me faisait chier quand il allait courir. Et puis à un moment donné, il m'a dit, allez, viens, on va sur une compète. T'as vu, tu l'as refait, hein, t'as dit que t'as commencé à courir à 16-17 ans. Pourtant, tu savais courir depuis que t'étais tout petit. C'est ça. Mais ça me faisait chier, parce que j'aimais jouer, tu vois. Et pour moi, courir, c'était pas forcément jouer. Et donc, je me suis dit, si je fais la compète, et que je fais un truc sympa, peut-être que je continuerai. Puis en fait, j'avais gagné en junior une compétition de 18 km. Et puis je me suis pris au jeu. Et puis après, je suis rentré à la fac en STAPS. Et la course à pied, elle a tout géré en fait pour moi. Ça m'a permis de me remettre dans un moule, on va dire plus en lien avec ma philosophie de vie, c'est-à-dire je me suis modéré sur certains trucs et puis ça m'a permis aussi le besoin de reconnaissance quand on est jeune. Il y a ça aussi des fois dans la scolarité, on n'est pas forcément reconnu, et la course à pied, quand tu gagnes une coupe, quand tu gagnes une course, tu frimes un peu, quoi. Mais au moins ça te valorise et ça permet un cheminement. Je trouve que c'est intéressant de reconnaissance personnelle. Et ça m'a permis de continuer. Puis après, j'y ai trouvé du plaisir, quoi. Parce que j'ai commencé à m'entraîner tous les jours. Et par contre, après, jusqu'à des moments, après le CAPEPS, j'étais à Paris 1, j'étais à Paris 10 Nanterre, où j'ai fait mes études. Et puis après, je suis revenu dans la région parisienne, où là, je courais 2 fois par jour. Pendant 10 ans, j'ai couru presque 2 fois par jour. Voilà, donc, le processus d'addiction, je le connais un peu. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et oui, et je l'ai reconnu beaucoup plus tard. Mais c'est pour ça aussi que ça m'a intéressé après à étudier ça. C'est-à-dire pourquoi s'entraîner 2 fois par jour. Et aujourd'hui, justement, avec le recul, j'allais te poser la question, pourquoi ? Est-ce que tu arrives maintenant, avec les années, avec l'expérience, avec ta formation, avec tes recherches, est-ce que tu arrives maintenant à te dire, mais pourquoi tu t'infligeais ça ? Si je peux utiliser le terme infliger. C'est une bonne question, docteur. Oh non, absolument pas. L'idée, c'est juste que éventuellement les auditrices et les auditeurs comprennent. Ouais. Non, mais tu as raison de l'évoquer. C'est-à-dire, on sait pas forcément tout le temps pourquoi, mais au bout du compte, il y a une volonté de remplir, tu vois, des choses, de remplissage. Voilà, il y a à un moment donné, il y a cette notion de remplir. Alors peut-être que c'est lié à l'ennui, c'est lié à la volonté de vouloir être reconnu, etc. Il y a un petit peu de tout ça, mais c'est une recherche finalement identitaire de reconnaissance perpétuelle, mais c'est sans fin. Donc et on se modère pas. Donc c'est là où aussi, par contre, ce qui m'a
permis de comprendre, c'est que je faisais des études en STAPS et que j'ai beaucoup lu à côté. Donc, ce qui a permis aussi d'équilibrer tout ça et de commencer à comprendre et de me modérer aussi. Donc, de ne pas faire trop de bêtises et tu vois, d'aller trop loin dans ce processus-là. Mais ça reste toujours complexe. Alors, j'ai pas forcément vécu des traumas, tu vois, très forts, étant petit, ou des micro-traumas, mais je pense que c'est lié parfois à des parcours de vie où dans la profondeur, on a tous des besoins, comme je t'évoquais, et il faut les alimenter. Voilà. Ok. Mais, et encore, tu as eu cette présence d'esprit de relier les études, les livres que tu lisais, sur ta pratique. T'en as d'autres qui disent mais bon, mais ça c'est pas pour moi. Ouais, ça c'est des conduites addictives, mais ça c'est pas pour moi. Moi c'est modéré, tu vois. Ouais. Oui, et justement, c'est le déni, ça. On appelle ça. C'est la stratégie d'évitement. On appelle ça dans le mental. Donc tu fais tes études en STAPS. Tu nous as dit aussi tout à l'heure que tu avais déjà fait du triathlon. À quel moment tu rencontres le triathlon ? Dans les années 90, justement, où j'ai fait des formations pour être entraîneur, et sur Orléans, machin, bon, voilà, et puis après, la création d'un pôle section sportive, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça permettait aussi de faire des sports croisés je trouvais ça bien pour les élèves parce que on faisait pas que de la course à pied. On allait faire des sorties vélo, on nageait 3 fois par semaine. Et je trouvais que du côté pratique pour des gamins de 14 à 18 ans, c'était intéressant, et dans leur cycle de développement, de maturation, mais aussi de processus de croissance. Voilà, c'était bien, et j'ai vu des gamins changer, s'épanouir, même d'un point de vue morphologique, et puis de les accompagner aussi dans les études. Donc voilà, pour moi, ça a été un parcours intéressant dans le sens où finalement il n'y avait pas que la pratique sportive. Il y avait aussi ce versant que j'aimais bien d'ailleurs dans la culture un petit peu du cross, ou tu vois, la culture un peu anglaise, où finalement on est des athlètes, mais on n'est pas cons, quoi. Tu vois, on raconte pas, on n'a pas 3 mots au vocabulaire. C'est ce que je leur disais. Attention, hein, si vous êtes interviewés, les mecs, essayez de lire un petit peu à côté, d'avoir quand même quelques notions de rhétorique. non mais c'est super important. Sinon on passe pour des couillons, quoi. Tu vois. Et voilà. C'est les deux. Je pense que sport-études, c'est ça en fait. C'était le côté sport-études. On le voit bien, hein, des athlètes qui réussissent. Là, on voit sur les Jeux Olympiques ou d'autres. Maintenant, on a quand même aussi pas mal d'athlètes qui font des écoles d'ingénieurs, des grandes écoles, voilà. Et ils s'en sortent très bien. Donc c'est possible. Ouais. Et autant il y a 20, 30, 40 ans, on choisissait d'être sportif de haut niveau, voire de très haut niveau, au détriment des études. Autant maintenant, ceux qui arrêtent les études au bac ou un petit peu avant sont quand même moins légion. Il y en a beaucoup plus qui font des études supérieures aujourd'hui. Ouais, il y a ce qui est assez paradoxal parce qu'il y a moins de travail. mais oui, justement, c'est peut-être une peur. C'est une position, hein, une posture aussi, d'avoir peur de l'avenir. Donc on est vigilant. Et je pense qu'il faut avoir. Je pense que la génération qui va venir des jeunes maintenant, j'appelle ça les slashers. Et c'est pas péjoratif, mais un slasher, c'est quelqu'un qui va faire plusieurs métiers. Et même moi, avec des athlètes, tu vois, je travaille avec des athlètes de très haut niveau. J'essaie d'avoir une vision un peu polymathe, ce qu'on appelle polymathe. C'est voilà, il faut faire plusieurs choses, et parce que faut pas, si tu t'aiguilles que sur un truc très précis, on peut prendre des risques aussi, quoi. Tu vois, dans la société actuelle, c'est bien d'être un petit peu polymathe ou slasher comme on veut. Ça permet d'avoir des degrés d'ouverture nouveaux aussi. Ouais. C'est pas moi qui dirais le contraire. Juste pour rester un petit peu sur ce sujet-là, je pense aussi que les conditions ont changé. Il y a 20-30 ans, pour être sportif de haut niveau, déjà il y avait très très peu d'élus, il y a toujours très très peu d'élus, mais surtout, en tout cas en France, on était peut-être un petit peu moins aidés. Maintenant, il y a des établissements universitaires, des établissements secondaires qui intègrent des cursus de sportifs de haut niveau, il y a des aménagements d'horaires. L'État aide un peu certains sportifs, jamais assez, on est bien d'accord. Là aussi, je ne vais pas dire le contraire, hein, j'ai quand même produit un podcast sur justement comment est-ce qu'on construit et qu'on finance une carrière de sportif de haut niveau. Donc, et j'en ai rencontré beaucoup qui avaient des problèmes à financer leur carrière. Malgré tout, c'est quand même peut-être un petit peu plus
je dirais pas simple, mais simplifié ou aidé maintenant, et surtout quand la détection est précoce. À 12-13 ans, on peut déjà intégrer vraiment un sport-études. Avant, il fallait être dans les grandes villes pour le faire, maintenant il y en a partout. Et puis après, on peut évoluer tout en continuant à pratiquer au plus haut niveau et à étudier au plus haut niveau. Ouais, je mettrais aussi une sorte de nuance dans ce que tu évoques, c'est-à-dire dans la génération peut-être qu'on va avoir. C'est que on est dans une société qu'on appelle post-moderne, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais où... Tu parles de la génération la flemme? Non, c'est une génération post-moderne, c'est que c'est les écrans. Et ça modifie énormément aussi l'impact du sport de haut niveau, parce qu'en fait, on est aussi sur le régime influence, tu vois, d'influenceurs, et ça change la donne, parce qu'en fait, ceux qui sont un peu démunis pour rentrer dans ce type, tu vois, de côté de l'influence, bah c'est un peu plus compliqué pour eux, parce que voilà, faut être visible. Si on n'est pas visible, c'est difficile d'amener, on l'évoquait tout à l'heure, le fait d'avoir des partenaires, de pouvoir être suivi, et pourtant on peut être excellent, hein, mais voilà. Donc il y a ce versant-là aussi qu'il faut pas négliger, et qui rentre en ligne de compte, c'est-à-dire les écrans et le fait finalement de l'impact des écrans sur le sport de haut niveau, entre guillemets. C'est important. Et toi qui es toujours enseignant, tu le vois aussi avec tes élèves, ouais, avec tes athlètes, peut-être des élèves qui sont des athlètes ou des athlètes qui sont tes élèves, ouais, cet impact de l'écran aujourd'hui? Ah oui, c'est des thématiques d'ailleurs qu'on travaille. Moi, je fais de la prépa mentale avec des étudiants à la fac. Et on parle de ça, c'est-à-dire de l'implication. Et mon mémoire sur la dictologie était basé sur les écrans, en fait. Parce que c'est pas considéré forcément comme une addiction, mais il y a eu des rapports qui ont été faits nationaux. Oui, mais il faut le savoir, dans le DSM-5, c'était pas forcément considéré. Il y a le côté... Non, je sais, après, quand tu as des enfants qui sont ados, tu te rends compte que c'est effectivement une addiction. Mais... Ouais, non, il y a une confusion entre, si tu veux, le côté de l'addiction aux jeux vidéo, qui est vraiment le game disorder, voilà, qui est vraiment là mis dans le DSM-5, voilà. Mais les écrans, bah, on va te dire, ok, bah, tu prends ton écran quand t'as Oise pour aller faire un trajet. Tu vas prendre ton écran au travail, tu vas pour bosser. Donc, est-ce que t'es addict, tu vois? Enfin, non. Donc, il y a le temps d'écran, mais il y a le temps d'écran aussi dans lequel tu consacres quoi, tu vois? C'est-à-dire, c'est ça aussi qui est intéressant. Est-ce que c'est une part, si tu veux, qui est liée au réseau d'influence, etc., ou c'est lié finalement à des besoins qui sont de ton travail, qui sont de ta vie au quotidien. Donc l'écran prend des proportions énormes, oui, mais il faut savoir aussi les proportions qui sont liées finalement à du temps qu'on pourrait pas qualifier de vide, parce que je dis pas ça, mais en tout cas qui peuvent venir perturber aussi l'état d'esprit dans lequel est la personne. Si elle est 4 heures sur Facebook à regarder tous les autres, elle va souffrir à un moment donné. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit aussi, c'est des études. On souffre à les regarder les autres. Hein. Non, mais c'est fou. Hein. On va regarder les autres, mais on souffre. Parce que, il est trop bon, il est trop fort, et machin. Putain, ça fait chier, il a fait ça, moi j'aurais dû. Non. J'aurais pu être là. Bah, lâche ton écran et vas-y, tu vas voir, tu vas y arriver. Non, déjà. C'est exactement ça. Ouais, c'est le vieux conte père qui parle. Mais d'ailleurs, tu vois, il y a le sujet des écrans, mais on pourrait l'étendre aussi à la façon dont on s'entraîne aujourd'hui. C'est vrai que j'essaye d'en parler souvent, et avec mes invités aussi, le plaisir de courir, de nager, de faire du vélo, de s'entraîner. Mais le plaisir, ça passe aussi parfois à... Lâche ta montre, quoi. Ouais. Fous-la laisse-la à la maison et va courir. Ou va rouler, mais lâche l'écran, lâche le compteur, lâche... Alors, on va peut-être nous objecter qu'effectivement, là, c'est de l'écran utile. Comme tu vas au travail, tu dois travailler sur un écran, t'as pas le choix. C'est un temps d'écran utile. Je sais pas. Ça peut être utile pour l'entraîneur qui va analyser les données des capteurs. Mais pour le pratiquant, pour l'athlète, quel est le niveau d'utilité, à moins que ce soit une séance très structurée où tu as des ouais, c'est intéressant ce que tu dis, des zones spécifiques à respecter. C'est tout aussi un chapitre que je parle de course connectée et âme déconnectée, où on est... Alors, j'avais pas prévu qu'on fasse la promo de ton livre, mais écoute, vas-y, hein, tant qu'on y est, ça fait 1 heure qu'on parle dessus. Mais ça permet de faire du lien. Non, ouais. Mais parce que je trouvais que le titre, tu vois, le côté course connectée, âme déconnectée, c'est en fait le côté des data. Et en fait, on est là-dedans, c'est-à-dire Strava, machin, tout ça. Oui. Ce qu'il faut voir, c'est l'intérêt et l'utilité sur laquelle c'est comme les écrans.
Tu vois, comme je te disais tout à l'heure. Je pense que les analyses, etc., sont toujours intéressantes a posteriori. Mais en fait, a priori, puis pendant, je pense qu'il faut être dans le jeu, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que le problème dans le mental, ce qu'on voit, c'est quand la personne elle commence à vouloir tout contrôler, bah, souvent, c'est pas forcément très bon. Donc, tout contrôler, ça amène à des dérives, si tu veux, comportementales et des sortes d'aliénation, parce qu'on veut tout accélérer, tout contrôler, donc ça, le cerveau, il aime pas. Alors que la question, c'est, souvent, on fait du sport, comme tu dis, pour le plaisir, c'est un loisir, et finalement, on vient, tu vois, contrôler tout ça. Alors, c'est quoi le but de faire du sport? Tu vois, c'est vraiment la question. Dire, qu'est-ce qu'on va y chercher? Est-ce qu'on va chercher, comme au boulot, à vouloir tout contrôler? On est déjà dans un monde d'aliénation, d'accélération de plein de choses, de plein de données, et on le retranscrit encore dans le sport, alors que c'est un moyen, normalement, de vagabondage, et comme tu dis, faut définir c'est quoi le plaisir, là, tu vois. Après, on peut prendre plaisir. C'est sûr qu'il y en a pour qui le plaisir, c'est peut-être le fameux no pain no gain. Le plaisir, c'est peut-être justement d'aller se mettre une race, comme on dit, pour souffrir ou avoir cette impression de souffrance. Mais après, la question est pourquoi on a besoin de ressentir ça quand on va s'entraîner? Tu peux simplement aller faire du sport, quel que soit le sport, pour le plaisir de partager des moments avec des amis ou pour de te sentir évoluer, progresser, de voir du paysage. Enfin voilà, comme tu dis, il faut définir ce mot plaisir. Ouais, parce que moi, j'ai pas de, si tu veux. Loin de moi l'idée de donner la leçon, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que les personnes ont un degré de liberté pour aller chercher ce qu'ils ont envie d'aller chercher dans le sport. Mais après, le problème, c'est que nous, on a, tu vois, cette sorte de victimisation derrière. Ouais, mais j'ai vu ça, ouais, mais responsabilise-toi alors. Tu vois ce que je veux dire? Ok, donc nous, on essaye de responsabiliser les athlètes à ça. C'est-à-dire, ok, mais tu dis ça, mais au bout du compte, t'arrêtes pas de regarder les datas, les machins, et tu contrôles tout. Donc, à défaut de tout contrôler, faut contrôler un tout. C'est ce que je leur dis d'ailleurs. Et c'est un petit peu plus fun. Mais ça veut pas dire qu'on enlève, tu vois. On n'est pas des vieux cons à dire, faut arrêter les datas. Bien sûr qu'elles nous servent. Bien sûr qu'il y a de l'intérêt. Bien sûr, il y a de l'intérêt dans beaucoup de choses. Le seul problème, c'est qu'à un moment donné, il y a de la démesure. Tu vois, courir juste, je te disais, c'est un vrai travail de toute une carrière. Et elle prend du temps. Ajuster, ça veut dire aussi, qu'est-ce que je viens chercher, tu vois, à faire de l'ultra ou du long, qu'est-ce que je viens y chercher. Mais ça veut pas dire que moi, j'ai renié le fait à un moment donné, d'avoir des petites zones de contrôle. C'est normal. Parce que il faut qu'on soit dans une allure, dans un tempo, dans un machin. Le problème, c'est que, tu vois, il peut y avoir une dérive aussi des datas, qui viennent inculquer une sorte de robot. Il y a l'IA pour ça, il est beaucoup plus fort que nous. Mais justement, tiens, parlons un petit peu du courir juste. Je voulais juste te partager une anecdote, du vécu. En 2023, moi, j'ai préparé la traversée de la France en courant. J'ai fait ça avec mon ancien entraîneur et lui était très data. Mais data en tant qu'entraîneur. C'est-à-dire que tu prends ta montre, on va voir ce que ça va donner, etc. Et au contraire, il m'encourageait aussi des fois à aller courir sans la montre. Okay. Je lui disais non, mais je la mets au poignet, comme ça, tu as les données. Et puis, non, tu laisses ta montre chez toi, tu y vas sans rien. Si tu fais 1 heure, tu fais 1 heure, tu me diras après, de toute façon, on s'en fiche. C'est pas la séance qui va tout changer, hormis sur l'aspect mental. Donc on a fait 9 mois de prépa, j'ai couru 4500 bornes, et puis après je suis arrivé à mon départ pour la traversée de la France, 1400 km, entre 70 et 80 par jour, et au début je prenais la montre, je prenais le cardio, ça a duré 2 jours. Et très vite, j'ai viré tout ça, en fait, parce que justement, je voulais ressentir ce plaisir, cette émancipation d'être seul avec moi-même, mais aussi seul avec les autres que je pouvais croiser sur le parcours, ou écouter le chant des oiseaux, regarder le paysage, etc. Rien que le silence, déjà, c'est quelque chose. Déjà le silence. Non, mais... il paraît que je cours comme un éléphant, donc c'est pas tout à fait le silence. Mais... non, mais voilà, c'était juste pour illustrer ce point-là. C'est-à-dire, il y a le besoin de contrôle, mais peut-être qu'à un moment aussi, il y a cette overdose du besoin de contrôle qui fait que, et c'est peut-être ça aussi que vous cherchez dans la prépa mentale, c'est faire le clic, le switch à vos athlètes pour leur faire comprendre que... Oui, l'idée, c'est justement de ne pas les pousser à... Enfin, on n'est pas sur des injonctions ou des jugements, tu vois. On est là, tu vas éprouver, tu vas faire des expériences, tu reviens. Et finalement, ça prend du temps aussi parfois. Mais les expériences sont toujours intéressantes, mais c'est toujours se questionner aussi qu'est-ce qu'on vient y chercher, parce que sans décortiquer à fond, c'est quand même intéressant, c'est que souvent, c'est nous qui nous projetons.
tu vois, à des contraintes. Alors que des fois, il y en a pas. C'est tout simple d'aller courir finalement. Tu vois, on se projette beaucoup de contraintes parce que il y a un travail à faire sur le regard des autres, il y a un travail à faire, justement, sur le besoin de reconnaissance, il y a un travail à faire, tu vois. C'est ça, en fait, qui vient nous impacter parce qu'au fond, notre cerveau, il fonctionne comme ça. Et en fait, tu vois, il y a une sorte de programmation dont il faut parfois se défaire parce que, ouais, c'est sérieux, parce que c'est machin. Voilà. Pourquoi? Tu vois, c'est toujours aussi, moi j'aime bien parler de l'éloge de la nuance, tu vois, d'être nuancé, d'avoir des petits pourcentages, des fois, de dire, ok, un petit peu de rébellion là-dessus. Ouais, non, pourquoi pas? Tu vois, enfin, c'est intéressant. Ouais. Et pourquoi tu me dis ça? Mais pourquoi pas aussi, tu vois? Bah oui, il faut être chiant un peu dans la vie. Sinon on est des animaux, enfin, et les animaux ont une certaine intelligence conceptuelle et aussi de l'émotionnel quand même. C'est sûr qu'eux, ils s'emmerdent pas pour savoir quand est-ce qu'ils doivent aller courir ou pas. Déjà, c'est animal. C'est-à-dire, si je cours, c'est parce qu'il y a un danger ou alors parce que j'ai envie de bouffer. Mais c'est rarement pour autre chose. Ouais. Et donc, revenons à la définition du courir juste. C'est quoi le courir juste qui peut être lié aussi au juste courir, non? Ouais, c'est pas loin, c'est une belle nuance. Voilà, un bel exercice de style, bravo. J'aime bien. C'est vrai que ce courir juste avec juste courir, c'est pas loin. C'est le fait que c'est d'être en cohérence. Parce que le cerveau, lui, il a besoin d'être en cohérence tout le temps. C'est-à-dire, si tu donnes pas la fin d'une histoire, il va essayer de la chercher, il est mal. Donc, il faut que tu sois cohérent avec toi-même et il faut que tu trouves une certaine... moi, je travaille là-dessus sur le côté d'incarner ce que tu es. Je donne toujours l'exemple de la bagnole, c'est un peu con, mais c'est un peu automobile, mais tout le monde comprend. Quand tu vas conduire pour la première fois, tu vas faire ton permis de conduire. Putain, c'est immense la bagnole là-dedans. Tu rentres, comme un fou, t'es paumé, quoi. C'est grand, t'as plein de choses à faire, il y a plein de choses à voir, tu regardes pas complètement la route et tout ça. Et en fait, au bout du compte, tu vas créer ce qu'on appelle des routines, des heuristiques, tu vois. Parce qu'au début, c'est plein d'algorithmes qui se mettent en place. Et puis après, tu vas créer des routines. Et au bout du compte, tu vas faire des heures et des heures et des heures, et ta bagnole, tu vas être capable de la garer au centimètre près. Ce qui est quand même fou, parce qu'au départ, c'était pas ça. Au départ, déjà, la conduire au centimètre près, c'était compliqué, alors la garer. Tu prends des tôles au début. Mais après, tu vois, tu vas garer au centimètre, c'est-à-dire, tu es capable d'incarner, c'est-à-dire dans ton cerveau, il y a une intelligence conceptuelle de l'espace qui vient mettre en place des routines. Et ça, parfois, on n'est pas capable de le faire avec son corps. Tu vois, c'est-à-dire, le mec, en fait, quand tu vas apprendre une voiture et que t'as tant d'essence ou tant d'électricité dedans, tu vas pas partir à 7000 tours. Tu sais que t'as 100 bornes à faire et que t'as une batterie à 100 bornes. En fait, par contre, dans le sport, on le fait. Tu vois, c'est-à-dire, avec le corps, on le fait. Tu vois? En fait, incarner son véhicule, c'est incarner, finalement, son corps. Et là, le côté, le cerveau est dans le corps, et c'est vraiment incarner ça. Tu vois, et c'est ça le juste pour moi. C'est-à-dire, quelles sont mes ressources, mon potentiel, tu vois, même sentir un peu au moment, et j'ai un peu de faiblesse là-dessus, je vais essayer de les travailler, mais être cohérent avec ça. Tu vois, c'est de la cohérence. Tu vois, et tu pars dans des choses où tu vas chercher une certaine justesse et accorder, et c'est là que tu es content parce que tu as réussi à obtenir progressivement, tu vois, cette recherche d'incarnation, et tu le vis mieux. En tout cas. Voilà. Ouais, j'adore cette image de la voiture. Ouais, c'est ça. Petite pensée à tous ceux qui partent au marathon de Paris en 4 minutes au kilo et puis qui finissent à 8. Mais ne montez pas à 7000 tours. Mais on est exactement là-dessus. C'est la même métaphore pour moi. Les mecs, ils partent à 7000, quoi. Et ils sont en sur-régime, tu vois. Et même, ce que je dis aussi avec certains, d'un point de vue mental, il y a des personnes, non seulement ils partent à 7000 tours, ils sont sur l'autoroute à 200 km/h, mais ils conduisent même pas le véhicule. Ils sont derrière, sans ceinture. Pour te donner la métaphore. Non, mais des fois, c'est pas, tu vois, t'es sûr que tu vas te prendre un pet, là? Ah, le mur du 30, tu vas te le prendre. C'est ça. En fait, non, mais on est là-dedans, tu vois, et après, c'est tout un travail, effectivement, de compréhension, et quand je te disais, apprendre à se connaître, c'est là, on est là-dessus, on est sur incarner vraiment sa pratique. Je trouve, c'est beau, en tout cas.
D'où le fait que tu dises que ça prend toute une carrière de coureur, de sportif pour incarner tout ça. Parce que pour incarner ta voiture, pour pouvoir la garer au centimètre près, c'est des heures et des heures de pratique, de conduite, etc. La course à pied, ça va être pareil. Alors même si après 10 ans, 15 ans, 20 ans à courir, tu commences à de mieux en mieux te connaître et incarner cette pratique-là, c'est ça. C'est un exercice sans fin. T'affines après, tu vois, tu vas affiner certains points. Tu sais qu'à un moment donné, t'as plus beaucoup de VO2 max, donc parce que t'as plus de l'âge. Tu sens la vieillure arriver. Donc tu vas essayer de travailler un peu sur l'économie, tu vois. Tu vas être un peu moins couillon, tu vas mieux gérer. Tu vas travailler. Il va continuer un peu à faire du renforcement musculaire parce que t'as quand même une déflagration musculaire qui arrive. Non, tout ça, tu vois, c'est même pas de la subtilité, c'est du bon sens pour moi. Ouais. Et tout ça, c'est sans parler du raid ou du raides qui va venir encore chambouler tout ça et foutre un bordel dans ça, je te dis, c'est le côté de la voiture où le mec, il est derrière, sans ceinture, parce que à un moment donné, c'est sûr ou alors il va trop vite et il y a la police qui va se mettre à ses côtés, il va dire « Monsieur, arrêtez sur le côté. » ou « Madame. » J'ai pas le temps, j'ai pas vu. C'est ça. Alors, redevenons un petit peu sérieux. On est sérieux. On essaye d'imager tout ça sous forme de... Voilà, sans se prendre au sérieux. Je suis d'accord avec toi. Écoute, il nous reste pas longtemps. Je t'avais promis de te libérer à temps pour ton prochain rendez-vous. Si on devait résumer un petit peu tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, et en particulier l'aspect mental, ou plutôt ce qui m'intéresse là, au regard de tout ce qu'on s'est dit, ça va être un petit peu les alertes pour les auditrices, les auditeurs, ou pour les proches des auditrices et des auditeurs. Comment est-ce qu'on peut détecter qu'à un moment, ce serait bien de faire un peu d'accompagnement mental. 2, ça devient vraiment nécessaire de faire l'accompagnement mental. 3, là, t'es à 200 sur le siège arrière sans ceinture et tu conduis avec les pieds. Donc là, il n'y a pas de sujet. Non, mais voilà, si on devait un peu résumer cette heure d'échange qu'on a eu tous les deux, quels seraient tes tips un petit peu pour pousser les gens à aller vers le mental, Moi, je comprends. Ouais. Les tips, je pense que si tu veux, être humain, c'est avoir des quêtes et des conquêtes. Et en fait, que j'évoquais avec Cyril, que tu connais bien, on en parlait ce matin d'ailleurs, les quêtes et les conquêtes, c'est être humain, c'est qu'on a toujours eu des quêtes, mais après on va vers des conquêtes. C'est-à-dire les conquêtes, c'est pas forcément bon, tu vois. Ça a aussi amené des guerres, ça a amené aussi pas mal de choses. C'est-à-dire la conquête, c'est, tu vois, la quête, elle est intéressante. J'ai la quête de faire un triathlon longue distance et tout ça, c'est bien. Donc à partir de là, c'est une quête qui est sympa, mais quels objectifs je vais mettre en place, tu vois, par rapport à ça. Et c'est là que ça va être intéressant. Est-ce que d'un point de vue physique, je suis au point, renforcement musculaire, faire un petit état des lieux. Et puis, se dire qu'à un moment donné, est-ce que j'ai vraiment besoin, tu vois, d'être accompagné d'un mental? Parce que le mental, ça se travaille comme le physio. Tu vois, ça se travaille comme le physique. Est-ce qu'à un moment donné, j'ai des doutes, tu vois, il y en a. Mais est-ce qu'il me faudra à un moment donné quelques outils parce que je suis pas sûr d'arriver au bout, je vais peut-être me poser plein de questions, ou je m'en suis déjà posé, et finalement, voilà. Mais c'est pas forcément un besoin. Tu vois, il y a des personnes qui vont passer ces étapes, et puis pas forcément se poser de questions, parce que c'est ancré en eux, tu vois, c'est comme dit, incarné. Puis, d'autres personnes, peut-être qu'il y aura besoin d'un accompagnement avec ces objectifs, parce que là, en fait, on apprend à comprendre et connaître la personne, et finalement, on lui donne les outils, tu vois, sans donner la tronçonneuse, mais les outils qui vont lui permettre d'ajuster, tu vois, et il y en a énormément, moi, 150 thématiques possibles, donc tu vois, faut pas dire qu'il y a... Et puis surtout, je me permets de te couper, mais vous leur donnez les outils, vous leur donnez pas la solution. Non, l'objectif, c'est que ce soit... c'est eux qui trouvent même les outils, parce que ce qu'il faut dire en accompagnement mental, c'est que c'est une vraie... c'est pas une épiphanie, mais quelque part, c'est quelque part une prise de conscience, voilà. Ouais, en fait, je fais ça, mais je sens que... Ouais, en fait, je suis con, je fais ça, en fait, mais pourquoi ? Tu vois, et après, tiens, je vais mettre ça en place. Je vais mettre un petit outil en place, un peu de visualisation, du langage, parce que j'ai des pensées parasites, par exemple. À un moment donné, mais qu'est-ce que je fous là, putain, c'est normal un peu de ruminer. Mais sauf que quand tu le dis pendant 4 heures, ça fait un peu long de rumination, tu vois. Et pour le cerveau, je pense qu'il aime pas ça, tu vois. Et il y a ces notions aussi, tu vois, d'abandon, même si c'est un mot, tu vois, qui est fort, qui peut être violent, mais tu vois, c'est tout ça. Il faut ajuster avec le langage, avec la visualisation, après t'as des outils, t'as de la respiration, t'as plein de choses.
Mais l'idée, c'est ça, c'est de faire un état des lieux, surtout sur sa quête et sur laquelle on a les besoins, tu vois, qui vont les accompagner. Et si ça se passe bien, si on continue à prendre du plaisir, si finalement on accepte, tu vois, il y a de l'acceptation de plein de choses, que c'est une épreuve dure, etc., il n'y a pas forcément un besoin. Je pense que c'est dès l'instant où il commence à avoir une souffrance, c'est là, tu vois ce que je veux dire, la souffrance, c'est une interprétation, tu vois, un peu de la douleur, de la peur, de plein de choses. C'est une interprétation de notre cerveau. Donc c'est là où nous, on peut intervenir et d'être des accompagnants. Tu vois, on accompagne en fait des personnes. C'est là la justesse. Mais pour ça, il faut avoir un peu de clairvoyance sur son état du moment ou sur ses quelques faiblesses. Ouais. Mais quelqu'un qui n'en a pas conscience, tu vois, quelqu'un qui nous écoute là, est-ce que tout le monde va se dire « Ah ouais, ce serait peut-être bon que je fasse un peu de prépa mentale ». Ça ne veut pas dire que tout le monde en a besoin. Je suis d'accord. Mais à quel moment on va pouvoir se poser la question, en fait? C'est la grosse question que s'est posée Prochaska dans l'addiction. Prochaska, je t'invite à regarder. Mais Prochaska s'est posé la question. C'est-à-dire quelqu'un qui fume et que tu lui dis arrête de fumer, il n'y a pas pire. Parce que pour ton cerveau, si tu dis à ton gamin arrête, il va dire va te faire foutre, je continue. Tu vois. Parce que le cerveau, il est contradictoire et il a horreur de ça qu'on lui dise qu'on arrête. Et en fait, la personne de lui dire lâche prise, tout ça, il n'y a pas pire. Parce qu'il peut pas lâcher prise. Il peut pas. Donc, ce qu'il faut, c'est amener le fait des petits pourcentages, comme je disais, c'est ajuster et sentir qu'à un moment donné, il y a un degré d'ouverture. La personne va commencer à dire, j'aimerais bien arrêter de fumer. Hop, par là, tu dis, ok, je prends. Et il y a des personnes qui sont isolées, je suis bien d'accord avec toi, mais des fois, c'est l'entourage qui va dire. Voilà, tu vois, t'as pensé à ça, qu'est-ce que t'aurais pensé, voilà. Et tout dépend de l'entourage, tu vois, c'est fortement familial, les clubs, les machins, tout ça, c'est important aussi. Et notamment dans l'addiction, c'est important, comme c'est important dans l'accompagnement mental. La personne qui est isolée, c'est pas forcément bon. En tout cas, voilà, elle s'isole et c'est difficile de la détecter, parce que elle vit avec ses problèmes, et elle a pas envie d'en sortir. Quelqu'un qui va fumer beaucoup, elle ira fumer beaucoup. Bon, moralité, faites du sport avec des copains, des copines, allez dans des clubs. Le côté, le lien social, c'est hyper important. Normalement, j'ai 2 questions signatures sur le podcast. Le podcast s'appelant Devenir triathlète. Je demande toujours à mes invités, à ton avis, quel est ton meilleur conseil pour devenir triathlète? T'as fait un peu de triathlon, t'as monté une section sportive, donc je peux quand même te poser la question. Faut être un peu con, non? Non, je rigole. C'est pour ça que moi, ça fait longtemps que j'y suis, parce que je suis très, très... Faire 3 sports alors qu'on n'a pas le temps. Non, devenir triathlète, je pense qu'il faut aimer vraiment les sports d'endurance. Aimer justement, je trouve que c'est un très très joli sport, une très jolie pratique. Quand je dis t'as peu c'est pour être un petit peu taquin, mais c'est un très joli sport parce qu'il est complet. Aller nager, ça permet quand même à un moment donné de souffler, d'être dans un environnement comme l'eau, c'est génial. Le vélo, c'est un sport quand même extraordinaire pour sentir cet air, cette évasion. Puis la course à pied, ça vous apporte beaucoup plus d'endorphines parce qu'il y a des chocs. Donc automatiquement, c'est très complémentaire. Et de mêler les trois avec ces enchaînements, ces transitions, je trouve que c'est un très beau sport, quoi. Moi, j'adore ce sport en tout cas. Voilà, donc. Sans oublier le fait de pouvoir croiser entre la course à pied et le vélo et la course à pied aussi. C'est des multi-enchaînements en fait aussi qui permettent aussi. On parlait de polymath tout à l'heure. On est en plein dedans, quoi, dans le sport. Là, c'est polymath du sport et je trouve que c'est un joli sport pour ça. Moi, j'avais beaucoup aimé. Et j'aime toujours regarder ce sport, que ce soit les Ironman Et d'ailleurs, j'entraîne une femme qui va faire l'UTMB, mais qui a déjà, je crois, gagné l'Ambraman, un truc comme ça. Bon, n'hésite pas à partager mes contacts. Et puis, dernière question, je demande toujours à mes invités où est-ce qu'on peut les joindre, où est-ce qu'on peut les contacter, où est-ce qu'on peut s'attacher à leur service. Donc, c'est le moment où tu peux faire ta promo, donner tes contacts. Non, mais j'ai juste un site, moi, qui s'appelle, où je fais pas mal de petits articles vulgarisés, qui s'appelle ericlacroix.com, tout simplement. www.ericlacroix.com. Et puis après, sur LinkedIn, j'aime bien être sur plutôt Link. Après, je suis sur Facebook, Insta, mais c'est moins le trip, quoi. Je suis moins dans le trip là-dessus. Et puis après, on sera visible aussi beaucoup avec l'Institut Santé et Mentale dans les sports d'endurance, l'ISME qui va sortir là, qui sort en ce moment avec pas mal de formations. C'est Mental Endurance, le site Mental Endurance. Avec Ciel Blanchard et pas mal d'experts dedans. Il y a Guillaume, il y a François Castel, Nadie Desrands, Anthony Berthoud, Stéphane Johnson. Mais plein
d'experts qui travaillent sur cet institut dans les années à venir. Voilà. Bon, quelques noms que j'ai déjà eu sur le podcast ou que j'ai déjà rencontrés. J'avais eu la chance de rencontrer Stéphane quand j'étais venu une fois pour champion de ma vie pour l'event organisé par Cyril. Et puis, oui, Anthony Berthoud qu'on a eu sur le podcast et d'autres. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps, Eric, pour ces discussions. On a abordé des sujets sérieux, mais sans se prendre la tête. On a bien déconné. Je te remercie. Comme ça que vient le plaisir aussi. Hein. Ouais. Et puis, je te souhaite une bonne continuation et à très vite, j'espère. De toute façon, il va falloir qu'on se fasse un épisode aussi avec Cyril, un de ces quatre. Cyril que j'avais déjà eu ici il y a quelques années. Et puis, on réabordera à nouveau le sujet de la santé mentale, mais à 3 cette fois-ci. Avec plaisir, Hermano. Merci de ton invitation et puis bien le bonjour à ta communauté de triathlètes que j'aime beaucoup. Merci, Eric. À bientôt. C'était Devenir triathlète. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com. Salut les sportifs!